On disait d'elles qu'elles étaient des patineuses particulièrement habiles et qui jouaient de façon extraordinaire. Parce que devant chaque grande femme, il y a toujours un homme qui lui fait de l'ombre. Il faut farfouiller, dépoussiérer, chercher pour qu'on puisse se le raconter, notre matrimoine. Parce que même si l'histoire a voulu les oublier, elles ont bel et bien existé. Ces femmes ont une histoire et un nom. Je m'appelle Valérie Deschamps, je suis professionnelle en matrimoine et conteuse. Je vous souhaite la bienvenue dans le balado Team Madame. Bon, je vais tout de suite adresser le sujet du prochain épisode parce que c'est le genre de sujet qui donne toute légitimité à des messieurs de commenter puis de donner leur opinion dont tout le monde se contrefout sous les publications de RDS depuis plus d'1 an. Dans cet épisode-ci, on va se jaser de hockey féminin. Je sais. Depuis que la Ligue professionnelle de hockey féminin, la LPHF, a vu le jour en 2023, que certains ont mal à leur dedans. Ce qu'ils ne savent pas, par exemple, c'est que le hockey féminin, ça a des origines qui remontent à aussi loin que celles du hockey masculin. Puis ça, j'ai pu le savoir grâce à l'ouvrage de Linda Barry, ouvrage qui s'appelle Nos Glorieuses, qui est d'ailleurs ma principale source pour la rédaction de cet épisode-ci. On va donc commencer par le commencement. Parce que sachez que des équipes féminines qui torchent, des joueuses plus qu'étoiles, des foules qui se déplacent, il y en a eu. Puis tout ça depuis la fin du 19e siècle. Mais encore une fois, devant ces grandes femmes, il y a eu des hommes qui leur ont fait de l'ombre. Eh bien, aujourd'hui, on ouvre les lumières de l'aréna pour faire place au matrimoine de notre sport national avec l'histoire de nos pionnières du hockey. Il faut dire que le concept de match de hockey remonte à loin. C'est quand même difficile de situer exactement où, quand, comment ça s'est produit. Mais on sait que la première partie de hockey moderne se serait jouée le 3 mars 1875 au Victoria Skating Rink à Montréal. Mais c'était loin d'être la seule fois qu'on y a joué au hockey. Un des joueurs de cette partie historique-là a affirmé plusieurs années plus tard qu'après les soupers organisés pour les membres de la patinoire, on y jouait des matchs de hockey. Matchs auxquels participaient des hommes comme des femmes. Et là-dessus, il est catégorique. Les femmes prenaient part à ces parties de hockey. C'est donc d'aussi loin que les hommes comme les femmes comprennent les règles et aiment ce sport-là. Ça va prendre, par contre, une quinzaine d'années après le premier match officiel avant qu'une première équipe complètement féminine voie le jour. 9 mars 1889. C'est la date du tout premier match de hockey féminin rapporté par la presse. Les années se suivent et le nombre d'équipes ou de parties organisées ne fait qu'augmenter. On parle même à ce moment-là d'une nouvelle sensation, le hockey féminin. Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières. Plusieurs femmes dans différentes villes du Québec s'organisent des équipes. Et comme les journaux de l'époque sont parfois beaucoup plus éloquents qu'un monsieur blanc cisgenre de 63 ans qui commente sur Facebook. Hey! En tant qu'homme, j'aimerais ça donner mon opinion sur cet épisode-là, moi aussi. Non. On disait d'elles qu'elles étaient des patineuses particulièrement habiles et qui jouaient de façon extraordinaire. La pudeur de la fin du 19e siècle faisait aussi que tous les hommes étaient bannis des arénas lorsque les femmes jouaient ou bien se pratiquaient. Parce que oui, c'était pas juste pour le fun qu'on organisait des parties. Il y avait aussi des pratiques d'organiser, parfois même 2 fois par semaine. Cacher ce monument de la rondelle qui me ferait rougir de jalousie. Ouais, c'était peut-être ça aussi la raison. Il y a comme quelque chose de beau dans le fait de sortir les hommes des arénas puis que les femmes prennent toute la place. Parce que quand je dis toute la place, c'est que même les juges de but puis les arbitres, c'était des femmes. Dehors le gérant de la place, dehors les nettoyeurs de glace, dehors les portiers. Pas question d'y faire entrer des journalistes, monsieur.
En mars 1900, à Westmount, c'est exactement ça qui est arrivé. Ce sont plus de 400 femmes qui se sont déplacées pour voir le spectacle de hockey entre les deux équipes féminines. Au départ, ce sont surtout des joueuses anglophones qu'on retrouve au sein des équipes. On le sait, hein, chez les francophones catholiques, ce qu'on disait, c'est que les femmes devaient rester à la maison puis faire des bébés. C'est plate! Mais c'est pas parce que c'était dicté comme ça dans la société qu'il n'y avait pas des petites têtes de femmes francophones qui dépassaient puis qui avaient envie de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Hein? On est aussi bonnes dans ce jeu-là. En 1900, à Québec, on pouvait retrouver Cécile Paquot et Milburge Cazot. En 1901, à Trois-Rivières, il y avait les Mesdemoiselles Vallière et Ledoux. Ouais, je sais, à l'époque, on oubliait que les femmes pouvaient avoir des prénoms. 1907, pour l'équipe de la bijouterie Burks à Montréal, Mademoiselle La Violette. Et en 1910, pour l'équipe d'Outremont, on y trouvait les Cusson, Bernier et Guérin. Personnellement, je viens de Trois-Rivières. J'ai donc pris cette nouvelle-là avec un immense sourire et encore plus quand j'ai appris que la Three Rivers Ladies Hockey Club dominait la ligue. Mais je dois avouer là, que j'ai aussi ri jaune quand j'ai vu que dans le nouveau quartier du district 55 où il y a le Colisée Vidéotron, où on dit rendre hommage aux grands sportifs de la Mauricie avec de nouveaux noms de rue, que ces grands sportifs-là soient exclusivement des hommes. Ouais. Encore. Parce que, tu sais, ça a l'air qu'une femme qui défie les dictats d'une société en pratiquant notre sport national au début du 20e siècle, c'est pas assez gros encore. Puis que des meneuses telles que Louisa Olliston et Amy Ritchie qui viennent de Trois-Rivières non plus, c'est pas assez imposant. En même temps, là, ça me surprend pas tant non plus. Les hommes ont le don de valoriser et de glorifier les choses dans lesquelles, ils n'ont pas tant de rivalité du côté des femmes. Du moins, pas depuis si longtemps que ça. Puis encore aujourd'hui, là, regardez à quel point on a de la difficulté à féminiser la toponymie. 10 mars 1902. L'équipe de Trois-Rivières met au défi les équipes de la Ville de Montréal de les affronter. Puis ils ont tellement confiance en leurs moyens qu'elles disent qu'elles vont payer toutes les dépenses pour l'équipe qui va venir en Trifluvie. C'est l'équipe championne du Canada, le club de hockey des dames de Montréal, qui accepte le défi. Les filles de Trois-Rivières vont les accueillir à la gare. On prend le thé avant le match qui se déroulera à l'Aréna La Violette. Et victoire 2-1 des Trifluviennes. L'année suivante, c'est au tour de Montréal de recevoir Trois-Rivières. L'Aréna est bondée. 1500 spectateurs et spectatrices sont présents parce que oui, cette fois-là, les hommes sont admis. « 30 secondes là, avant de continuer, je sais pas si vous le saviez, mais cette chanson-là qui a été composée pour la soirée du hockey et Hockey Night in Canada en 1968, c'est une femme de la Colombie-Britannique qui est derrière ça, Dolores Claman de son nom. Puis pour la petite anecdote, elle a dit là, qu'elle avait jamais vu une partie de hockey de sa vie. Et une autre team, madame, qu'on devrait remettre sous les projecteurs. Allez, on repart ça. Bonjour à toi, collègue et ami époux de Agnès. Je vous l'avais dit, hein? Aucun nom d'homme, sans exception. C'est en ce 3 mars 1903, et pour la toute première fois, que nous avons la chance, nous, les hommes, d'assister à un match de hockey féminin. Quel match nous avons eu droit ce soir. Je crois qu'on peut dire que des hommes qui ont pratiqué longuement, qui ont l'habileté, la force, l'endurance, la solidité, ne nous ont pas toujours donné un spectacle aussi intéressant.
Pour l'importance des combinaisons, la stratégie déployée, ces deux équipes figurent favorablement en haut de l'échelle, mon cher ami Marie de Madeleine. Tout à fait, amoureux de Agnès. Dire que la joute a été intéressante serait en deçà de la vérité. Parce que la lutte a été passionnante au possible et souverainement entraînante. Les membres des deux équipes rivales ont montré qu'elles connaissaient à fond le jeu du hockey. Et ce soir, cher époux de Agnès, nous avons été témoins d'une exhibition qui nous a réellement surpris. Ces jeunes filles n'ont rien à apprendre de nos grands clubs. Une autre victoire des Trifluviennes. Et cette fois, par la marque de 3-2. Évidemment là, que les matchs n'étaient pas transmis à la radio, mais les propos des deux commentateurs sont des choses qui ont été textuellement écrites dans les journaux de La Patrie et La Presse le lendemain de ce match-là. 1914, début de la Première Guerre mondiale. Gros choc là, pour tout le monde, mais tremplin pour le hockey féminin. Pendant que les hommes partent au front, les femmes prennent leurs patins et vont sur les patinoires du Québec. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les Canadiennes françaises arrivent en plus grand nombre. Parlant de joueuses francophones, place à celle qu'on appelait l'étoile des étoiles, Albertine Lapensée. Albertine est presque née sur un étang gelé avec des patins d'un pied. Née en 1898 à Cornwall, en Ontario, elle joue toute sa jeunesse au hockey avec ses frères. Sa famille, à elle seule, là, aurait pu former une équipe au complet. Albertine avait 10 frères et sœurs. Fille de tisserand, elle s'est tricotée comme personne avec la rondelle entre ses adversaires. C'est à l'âge de 17 ans qu'elle entre dans la formation des Victoria de Cornwall, équipe qui faisait partie de la Eastern Ladies Hockey League. C'est en 1916 qu'on se rend compte de tout son talent. Son équipe bat facilement les meilleures équipes de la Ligue. Pour vous donner une idée, là, l'équipe d'Albertine gagne 45 matchs sur 46. Aucune défaite au tableau de la saison 1916-1917 et un seul match nul. Le total des buts accumulés est de 200 et le tiers sont faits par la jeune Albertine Lapensée. Il va sans dire, mon cher Marie de Madeleine, que Mademoiselle Lapensée a été l'étoile de la soirée. Encore une fois, elle a complètement éclipsé toutes les autres joueuses sur la glace et a joué une partie réellement sensationnelle. Ses courses avec la rondelle, son adresse à tirer vers les buts ont tout simplement électrisé la foule qui a frénétiquement applaudi la grande artiste du hockey. La grande popularité dont jouit la célèbre artiste du hockey est bien justifiée. Il va sans dire que Mademoiselle Lapensée est une joueuse de hockey qui stupéfie même les connaisseurs les plus experts tels que vous, conjoint de Agnès. Elle patine merveilleusement bien, tellement qu'elle repart avec la chevelure de ses rivales, le tout attaché à sa ceinture, mon cher concubin de Agnès. Albertine est une virtuose du patin. Plusieurs ont exprimé l'opinion forte qu'elle ferait bonne figure sur une équipe amateur d'hommes et que ce n'est pas beaucoup exagéré la valeur de cette brillante petite Canadienne de Cornwall. Son lancer est précis comme un compas et foudroyant comme un boulet. C'est l'étoile des étoiles dans le firmament du hockey féminin. Les foules se déplacent pour la voir à l'œuvre. 1500, 2000, 3000 spectatrices et spectateurs. Même les compagnies de tramway à Montréal ajoutent des wagons quand Albertine Lapensée est en ville pour que tout le monde puisse se rendre à l'aréna pour la voir jouer. C'est quand même fou, là. Albertine connaît aussi sa valeur, là. Elle sait bien là, qu'elle fait déplacer des foules un peu partout. Déjà, on dit d'elle qu'elle a une popularité inégalée dans le monde du hockey, que sa réputation est connue d'un bout à l'autre du pays, ce qui fait qu'elle demande des redevances lors de ses matchs. Et évidemment qu'on l'a critiquée pour ça parce que c'est pas bien vu une femme qui demande d'être payée pour ce qu'elle fait. Albertine Lapensée est pas à une polémique près. Parce que, bon, quand un homme pulvérise les records, on va l'encenser, on va le glorifier. Mais quand une femme pulvérise les records, par contre, oh là, on va l'accuser d'être un homme. Les beaux doubles standards de l'époque qui sont encore là aujourd'hui, tout est chose. Parce que c'est exactement ce qui est arrivé à celle que les journaux anglophones appelaient « Miracle Maid ». À l'âge de 18 ans, Albertine prend déjà sa retraite.
On sait pas trop où est allée ni qu'est-ce qu'elle a fait. Les mauvaises langues disent qu'elle est allée à New York pour subir un changement de sexe. D'autres disent qu'elle serait décédée de la grippe espagnole en 1918. Mais selon la notice nécrologique de sa mère décédée en 1929 et de son père en 1940, on sait non seulement qu'elle est encore en vie, mais qu'elle est demeurée femme après avoir pris sa retraite. Et de toute manière, là, ce genre d'opération-là se faisait pas en Amérique du Nord avant les années 60. Comme quoi qu'on préférait discréditer une femme extraordinaire plutôt que de la célébrer. Cela dit, toutes ces pionnières du hockey ont ouvert la voie à d'autres qui, plus tard, vont paver le chemin pour les autres. Du hockey féminin, il y en a eu et il y en a encore. Puis du bon à part de ça. À chaque décennie, on retrouve de grandes joueuses qui ont marqué l'histoire du hockey. Parce qu'une femme qui score top corner, ben elle score pour toutes les autres femmes. Que de se passer la POC des Team Madame comme ça, c'est notre rôle à nous aujourd'hui. Puis c'est ce qu'on va continuer de faire ensemble dans d'autres épisodes du balado Team Madame. La bande sonore est une composition originale de Dominique Brouillard. Le visuel du balado Team Madame est une création d'Ève Courtois, illustratrice. Les commentateurs, Jean-Philippe Marcotte dans le rôle du mari de Agnès et Marc-André Fortin dans celui du mari à Madeleine. À l'idéation du balado Team Madame, à la recherche, à l'animation, rédaction, scénarisation, montage et toute autre tâche connexe, moi-même, Valérie Deschamps.